Apolline Matin. Le témoin RMC. Il est 7h10 sur RMC et RMC Découverte. Bonjour Stéphanie Bataille. Bonjour. Merci d'être venue dans ce studio témoigner ce matin. Vous êtes comédienne, vous êtes directrice déléguée du Théâtre Antoine, mais si j'ai voulu vous donner la parole ce matin, c'est parce que vous avez perdu votre père, qui est mort le 11 janvier dernier. Il s'appelait Étienne Drabert. Il est mort du Covid et il est mort seul. À l'hôpital, vous avez écrit à Emmanuel Macron et vous écrivez « Je n'ai pas eu le droit de revoir mon père alors qu'il me réclamait à corps et à cri. » Racontez-nous. Alors, mon histoire, je viens témoigner évidemment pour ce que j'ai vécu, mais mon histoire, c'est l'histoire de gens qui ils ont vécu ça. C'est votre histoire d'hier, d'aujourd'hui, mais je ne veux pas que ça soit votre histoire de demain. Je prends la parole en tant que citoyenne. On ne peut pas banaliser l'inhumanité. On est en train de glisser tout doucement vers ça. On banalise la mort, tout devient normal. Ce n'est pas possible. Je ne crie pas, je n'hurle pas. Ma détresse, c'est la mienne, c'est la détresse de ma mère, de mon frère. Je prends la parole pour eux, bien sûr, mais pour des milliers de gens. Mon papa a attrapé la Covid à l'hôpital. Ça devient banal. On vous dit... C'est comme ça, on le met en unité Covid et on vous dit, vous ne le reverrez qu'au dernier moment. C'est quoi le dernier moment? C'est-à-dire au moment du dernier souffle. Voilà ce que ça veut dire. Nous devons accepter ça. C'est intolérable. Vous n'avez pas revu votre père? Je l'ai revu le dimanche, où il était très très mal, et on l'avait remis en unité cardiologique. Alors, c'est une unité du cœur, alors ils ont un peu plus de cœur, je ne suis pas en train de canarder l'unité Covid. Ils ont des réglementations, ils ont des demandes qui sont faites par les autorités au-dessus d'eux, par des gens qui, je pense, n'ont pas de cœur. En unité Covid, il est interdit de pouvoir voir le patient. Donc ces derniers jours, qui ont été des jours de détresse, vous ne pouviez parler avec lui qu'à travers une tablette, Exactement. Une demi-heure par jour, Tout et à encore en semaine? Exactement, en semaine, mais pas en week-end. C'est Parce qu'il n'y avait pas assez de personnel. Il n'y a pas assez de personnel, ce sont des jeunes formidables qui font leur service civique et qui se mettent donc au service des familles, qui font un planning. Et c'est vrai qu'on ne peut pas avoir plus d'une demi-heure, ce qui est déjà... Alors on va s'en contenter. Donc on imagine la détresse absolue quand on vous dit reste 3 minutes. C'est-à-dire que c'est inhumain, c'est impossible à accepter. C'est impossible. C'est pour ça que je parle et c'est pour ça qu'il faut que ça cesse. Et qu'on ne peut pas accepter l'inacceptable. Vous comprenez? Je comprends parfaitement. Que vous disait votre père dans ces moments-là? Sortez-moi de là, je vais crever les enfants. Sortez-moi de là. Il était dans une solitude totale, mais extrêmement bien accompagné par les infirmières. Il faut savoir que les infirmières se sont battues auprès des médecins pour qu'on puisse voir notre père en disant « Votre père est en train de déprimer. Mon père a cessé de manger. » On va me dire que c'est normal. On va dire « Ah, cette femme en demande beaucoup. » Je demande l'essentiel. Mon père a demandé l'essentiel, de voir ses enfants et sa femme. Non. Est-ce que nous devons accepter ça? Ça ne fera jamais revenir mon père, je le sais, mais je me battrai jusqu'au bout. Je me battrai jusqu'au bout pour que l'humanité revienne. L'hôpital est un lieu de vie, c'est le seul endroit où l'on puisse rentrer et sortir sans être contrôlé. Mais on se retrouve face à une porte codée, où je sais que mon père est de l'autre côté, je ne peux pas y aller. Il est à 10 mètres de moi, séparé d'une porte. Je dois accepter ça. Stéphanie Bataille, quand vous dites il a même renoncé à s'alimenter, Oui. il est tombé dans une forme de déprime, d'isolement, de solitude. Est-ce que vous allez jusqu'à vous dire, si on avait été avec lui, si on lui avait insufflé cette force, cet accompagnement, peut-être qu'il aurait eu la force de se battre? Bien sûr, j'en suis Vous convaincue. dites ça? Bien sûr, je me le dis pour avoir accompagné des gens et qui ont eu peut-être quelques mois de plus. Un sursaut d'énergie, de volonté. Bien sûr, mais mon père nous disait, quand il était encore en cardiologie, que son opération s'est très très bien passée. Hein. Parce qu'il faut rappeler les choses, c'est aussi le caractère encore plus tragique de cette histoire, c'est qu'il rentre à l'hôpital, il est négatif au Covid, Oui. pour une opération qui n'a rien à voir avec le Covid. Rien. Il est opéré, l'opération se passe bien, il s'en remet bien. Tout à fait. Et puis, il contracte donc le Covid à l'hôpital. Et il n'en sortira plus. Il n'en sortira plus. Il va se battre contre la Covid. Quand on l'a vraiment très très fort, on peut l'avoir. Je l'ai eu. Il était fragilisé, on imagine aussi, par l'opération qu'il venait de subir. Comme toute personne qui rentre à l'hôpital et qui subit une opération, il faut raconter la vérité. Quand on sort d'une opération, on est plus fragile. Donc on ne peut pas non plus mettre cette fragilité sous le compte de la comorbidité. C'est trop simple.
je parle également, je dévie un petit peu, c'est comme de dire, on a plus d'1 million de vaccinés. Ce n'est pas vrai, en réalité, on n'en a que 1000 vaccinés. C'est la vérité. Il faut arrêter de nous faire croire les choses. On ne peut pas dire non plus, il y a 370 morts du Covid à l'hôpital. C'est pas vrai. Je souhaite, à partir de maintenant, pour tout le monde, pour la population, le vrai chiffre. Des gens qui sont rentrés réellement à l'hôpital parce qu'ils avaient la Covid chez eux et qu'ils étaient en détresse respiratoire, et ceux qui sont rentrés à l'hôpital et qui ont attrapé la Covid à l'hôpital. Peut-on encore banaliser cette mort ? Ce n'est pas possible. On ne peut pas tout banaliser. On ne peut pas être face à une machine pour voir nos proches. On n'a pas le droit dans les EHPAD de nous dire « Ah non, madame, monsieur, vous ne pouvez pas voir votre grand-mère, votre mari ou votre femme parce que c'est un planning. Ah, le planning est complet, vous le reverrez la semaine prochaine. » Mais je suis atterrée. Mais je parle pour ceux qui vivent ça en ce moment. Sachez que je vous soutiens et qu'il faut absolument faire en sorte de retrouver de l'humanité. On est en train de glisser vers une banalisation. C'est une forme de torture que vous avez vécue. Quand vous racontez que vous étiez à cette porte et que vous savez que votre père est 10 mètres plus loin et que vous ne pouvez pas aller le réconforter, aller l'accompagner, aller lui tenir la main. C'est une torture, c'est même au-delà, mais je pense à la souffrance qu'il a eue. Et qu'on ne me dise pas, maintenant il est mort, c'est fini. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ce n'est pas possible. On se bat contre toutes les souffrances, mais celle-ci est inacceptable. Celle-ci est inacceptable. Et d'autant plus, comme mon papa est parti, donc il était en unité cardiologique, parce qu'en unité cardiologique, évidemment, on s'épuise quand on est très triste, même quand on a un chagrin d'amour, on est épuisé, on maigrit, on s'affaiblit. Là, il a eu un chagrin de ne pas nous voir, comme des milliers de personnes. On a eu le droit d'aller le voir un par un, habillé avec la tenue adéquate, comme toutes les infirmières. Bon, et il était au bout du bout. Je ne raconterai pas dans quel état je l'ai trouvé. Est-ce qu'on peut mettre quelqu'un, je vais le dire, de tout nu dans son lit parce que c'est plus simple pour l'échanger ? Est-ce qu'on peut arriver jusque-là ? C'est la première fois que je le dis parce que je n'en peux plus de ne pas être écouté. Mon père était tout nu dans son lit, et il faut accepter ça. Je ne suis pas là pour faire du sensationnel, écoutez-moi bien, je ne suis pas là pour me vanter de quoi que ce soit, mais c'est un cri. On est au 21e siècle, à la Pitié-Salpêtrière, on laisse le malade et on m'a dit on ne pourra pas l'habiller parce qu'il a la Covid. On mettra juste une chemise et son nœud papillon qui était son emblème. Sur lui, je ne sais même pas comment il était dans son cercueil. On doit dire, c'est normal. Non. S'il vous plaît, pour tous les autres, pour vous, aujourd'hui ou demain, ça doit s'arrêter. Vous comprenez ? Voilà, je ne suis pas là pour faire de l'émotion. Je suis là pour dire, mais on est fous. Prenez conscience, ne banalisez pas les choses. Le rite mortuaire, c'est ce qui nous différencie, c'est ce qui nous permet d'être humains depuis des millénaires. On nous le supprime. On ne peut pas faire l'adieu au visage. L'adieu au visage, c'est la dernière fois où l'on voit le défunt. Vous n'avez pas pu faire l'adieu au visage ? Non. Interdiction. Une femme, même, je peux le dire, le docteur Pelou a essayé de faire en sorte que l'on puisse voir notre père. On nous a dit non, vous pourrez apporter quelques effets personnels qu'on lui mettra dans le cercueil. On doit dire, c'est normal. Mais mon histoire, c'est la vôtre. Vraiment, vraiment. Votre histoire, c'est la vôtre. Je vous le dis. Et c'est un cri d'alarme pour dire que on nous fait accepter l'inacceptable. C'est vrai, quand on est en période de deuil, il y a des familles qui le vivent actuellement. Ils sont tellement atterrés parce qu'on est hébétés de ce qu'on nous raconte. Et personne n'ose parler, peut-être parce que justement, il y a cette sidération. Mais c'est sidérant. Et vous partagez avec nous ce moment très intime. Mais je suis obligée de dire les choses parce que ça n'existe pas. Ça ne doit pas exister, ça existe, mais ce n'est plus possible. Et vous témoignez ce matin, oui. Et vous écrivez à Emmanuel Macron, à qui vous demandez de prendre conscience et de demander la reprise des visites. On avait le sentiment que ça avait été fait. Plusieurs responsables l'avaient dit. C'est au cas par cas. C'est-à-dire qu'il y a une directive, par exemple. En fait, vous dépendez du bon vouloir, vous dépendez de l'organisation, vous dépendez du roulement des équipes, vous dépendez en fait d'un planning. Je dépends d'un planning, je dépends d'un tableau Excel. Je dépends d'une tablette pour pouvoir communiquer avec mon père, avec mon frère. C'est 16h30. Ah, c'est trop tard. Parce que, évidemment, c'est normal, on doit donner la tablette. Et mon père nous disait, les enfants, c'est formidable de venir me voir quand il était en cardiologie et qu'il était très bien, même très bien. Il disait, vous savez, quand vous me dites que vous venez à 16h, essayez de pas venir à 16h30 parce que les demi-heures, et tout à fait, avec son air poétique et sympathique, de dire, vous savez, vos demi-heures, ce sont des années.
Donc, ne plus le voir, non mais où va-t-on? Merci Stéphanie Bataille d'avoir Merci de m'avoir témoigné. reçu. Et à cœur vraiment, ouvert. je porte dans mon cœur, il faut, tous ceux qui ont vécu ça, je me fais le porte-flambeau et plus jamais ça. Voilà. Et nos politiques, Monsieur Macron, recevez-moi. Je suis prête à donner de l'aide, franchement, à être volontaire. Merci beaucoup. Merci Stéphanie Bataille d'avoir témoigné ce matin de la mort de votre père, Étienne Drabert. Merci à vous. Il est